Gabrielle Cluzel, éditorialiste, rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire, est avec nous dans ce studio. Merci d'être là. Nathan Devers, écrivain et philosophe également. Votre point de vue, votre regard aussi sur l'actualité est important. 1 minute de silence demandée demain dans les collèges et les lycées. Au vu de ce que nous a raconté Jean-Pierre Robin il y a quelques instants, la question que je me pose ce soir, c'est: va-t-elle être respectée dans tous les collèges et les lycées de France? Est-ce que les professeurs ne vont pas avoir du mal à la faire respecter? Pardon, mais j'en doute. Gabrielle Cluzel. Non, mais c'est évident. Alors déjà, je ne suis pas une aficionados de la minute de silence parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle est l'arme de l'impuissance. C'est-à-dire qu'on ne sait plus quoi faire pour lutter contre la montée de l'islamisme et du terrorisme. Eh bien, on a trouvé la minute de silence. Alors, notamment quand elle se place à l'Assemblée, je trouve que c'est un peu l'hommage du vice à la vertu parce que c'est censé être nos députés qui changent les lois, qui doivent changer les lois et donc faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Mais bref, il y a une minute de silence. En effet, à l'école, ça se justifie puisqu'il s'agit de 2 enseignants. Ça va être excessivement compliqué. Vous allez avoir les enseignants qui vont se partager, enfin j'ai écouté Monsieur Aubin, entre ceux qui vont avoir peur de la faire respecter, parce que vous savez, il faut penser à ce qu'a dit la femme de Dominique Bernard. Je ne sais pas si vous avez lu l'entretien dans Le Monde, c'est très intéressant. Elle a dit: quand j'étais devant mon poste de télévisé avec mon mari, quand Samuel Paty est mort, je me suis dit mais ça va pas s'arrêter là. Je ne sais plus si c'est exactement ces mots, mais elle a dit: qui sera le prochain? Parce qu'il y aura un prochain. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se disent la même chose en regardant Dominique Bernard et Samuel Paty. Donc les enseignants ont peur et ont légitimement peur. Donc il y a ceux qui n'oseront peut-être pas dans certaines écoles, parce que vous êtes d'accord avec moi, il y a certaines écoles c'est plus compliqué que d'autres. Il y en a d'autres, certaines ça passe comme une lettre à la poste, d'autres ça sera bien plus compliqué dans des quartiers sensibles. Et puis vous aurez ceux qui, par idéologie, ne souhaiteront pas le faire. Ils ne souhaiteront pas, violenter ces chers petits qui pourraient y être opposés. Moi, j'en suis assez convaincue. Il reste à savoir la proportion. Nathan Devers. Je pense qu'il faut en effet nommer les choses par leur nom. Samuel Paty et Dominique Bernard représentaient l'un et l'autre le meilleur du modèle français de l'éducation nationale. Chacun dans sa discipline, chacun à sa manière, mais enfin, ils étaient animés tous les deux, selon tous les témoignages qu'il y a eu à leur sujet, animés tous les deux, d'une volonté d'exigence intellectuelle. Et c'est ça l'éducation nationale française. Alors Dominique Bernard, les hommages étaient, et en effet cet article et entretien dans Le Monde, notamment sur son cabinet de travail, tapissé de livres, des plafonds jusqu'au sol, grand amoureux de la littérature, des livres, c'est-à-dire, j'insiste là-dessus, grand amoureux du livre dans sa pluralité. C'est ça qui distinguera toujours in fine l'islamiste, le fanatique, du littéraire. Dominique Bernard aimait les livres, c'est-à-dire l'idée qu'aucun livre ne contient à lui seul la vérité du monde. Son assassin, son criminel, dont il ne mérite même pas qu'on prononce le nom, était dans le fétichisme d'un seul livre. Et il lui semblait insupportable qu'on puisse aimer la pluralité des textes. Alors, il voulait aussi, je crois, quand il a commis cet attentat visé spécifiquement un professeur d'histoire, il lui semblait insupportable qu'on puisse, depuis la perspective du savoir historique, mettre en généalogie ce qui est, si vous voulez, fétichisé dans la religion. J'insiste là-dessus, pourquoi ? Parce que peut-être que la minute de silence sera difficile demain, ça ne m'étonnerait pas. Aujourd'hui, l'islamisme est engagé dans une bataille mondiale, pas seulement en France, contre la liberté, contre la démocratie, contre le savoir. Mais une des modalités, me semble-t-il, de combat contre l'islamisme, et je réponds à ce que vous disiez, je rebondis sur ce que vous disiez quand vous parliez des députés. Je pense qu'au-delà de la loi, c'est de soutenir bec et ongle toutes les personnalités publiques, qui soient écrivains, qui soient historiens, qui soient sociologues, qui soient artistes, qui soient en France, qui soient en Iran, qui soient ailleurs, qui sont visés, qui sont frappés de fatwa, qui sont menacés de mort par les islamistes par ce qu'ils représentent, à savoir la liberté et la connaissance. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose d'absolument essentiel, que de renvoyer comme message: nous ne reculerons, nous, amoureux de la littérature, amoureux de la vérité, amoureux de la liberté, amoureux de l'histoire, amoureux de la démocratie, etc. Nous ne reculerons pas, non seulement d'1 centimètre, mais même d'1 millimètre sur ces principes-là, face à l'islamisme, quelle que soit la force qu'il cherche à exhiber aujourd'hui. Oui, mais le problème, c'est que on voit bien que tout ça, pour le moment, ce sont des vœux pieux. Moi, j'ai été très frappée par l'hommage du maire d'Arras. Écoutez, j'ai écouté, Vous êtes comme moi, Gabrielle Cluzel. Non, mais je me suis dit, il serait mort dans un accident ou ou d'un cancer, ça n'aurait pas été tellement différent. Vous savez, j'étais très frappée de voir qu'il a
évité ce mot d'islamisme. Alors déjà, c'était très lénifiant. Moi, j'attendais un représentant de l'État, j'ai vu un poète. Bon, pardon, mais je suis pas sûre que c'était l'endroit pour faire tout ça. Il y a une vraie attente des Français et je pense des habitants d'Arras et des enseignants de la part d'un représentant de l'État. Et en plus, il a évité ce mot. Vous savez, pendant la période victorienne, au 19e, et ça s'est étendu à toute l'Europe, on avait un puritanisme autour de la sexualité. Là, on a un puritanisme qui a changé d'objet. C'est autour de la diversité, de l'immigration, de l'islamisme, etc. Donc, vous savez, je dis ça parce on parlait pas des femmes enceintes. Au 19e, on disait les femmes dans un état intéressant. Et ben là, on va parler de tout. On va dire que c'est une atteinte à la laïcité, pour pas parler d'islamisme. On a parlé de la loi séparatisme. On parle des problèmes avec les religions, comme si toutes les religions posaient des problèmes. Et donc, si vous voulez, on tourne autour du sujet. Donc, moi, je veux bien qu'on soutienne, et vous avez raison, il faut les soutenir indéfectiblement, mais on n'est même pas capable de nommer les choses. Alors, je vais pas ressortir cette citation que tout le monde a sortie ad nauseam sur ne pas nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Mais néanmoins, j'ai trouvé cela spécialement paradoxal s'agissant d'un hommage à un professeur de lettres, de pas être capable de nommer les choses. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il qualifie effectivement le terroriste islamiste, parce que c'est un terroriste islamiste, d'un homme qui a été victime, en fait, Dominique Bernard, de la barbarie d'un homme. La barbarie d'un homme, n'importe lequel. Ben, ça peut tout dire et rien dire. Ça veut tout dire et rien dire, exactement. Moi aussi, j'étais très choquée par les mots du maire d'Arras, qui est un maire centriste, je le précise, si on y voit une idéologie derrière, il est centriste. Je voudrais qu'on écoute ce que disait Jean-Pierre Aubin, je voudrais que vous écoutiez ça, sur la formation de nos professeurs, parce qu'il dit qu'il va falloir attendre des générations avant que ça change. Écoutez ce qu'il dit sur le wokisme et cette philosophie qui est enseignée aux enseignants. Il faut absolument travailler sur la formation des enseignants et en particulier la formation initiale, car ce sont les jeunes professeurs qui sont le plus complaisants, ceux qui sortent fraîchement émoulus de l'université aujourd'hui. Ils sont confrontés à des enseignants universitaires ou des départements universitaires qui sont très influencés, non pas d'ailleurs tant par l'islamisme que par le wokisme, et qui ont une caractéristique commune, c'est de refuser l'universalisme. Ce sont des idéologies différentialistes, voilà, qui opposent une partie de la population contre une autre partie. Nathan Dever, je voyais réagir, le philosophe que vous êtes. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Jean-Pierre Aubin ? Non, je ne suis pas d'accord. Alors, j'étais tout à fait d'accord, par contre, avec ce que vous disiez, que c'était un vrai problème de ne pas avoir cité l'islamisme dans ce discours. Mais au nom de quoi, Nathan Dever, ça ? Peut-être d'une forme de frilosité, peut-être d'une forme un peu, on pourrait dire, de lâcheté, ou de volonté de faire de la poésie, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas besoin de courage pour citer les choses, quand même. Aujourd'hui, il y a une bataille, j'insiste, pas seulement française, mondiale contre l'islamisme. Il y a aujourd'hui des femmes en Iran, et des hommes, mais des femmes notamment, qui tous les jours se font tuer, se font arrêter, se font violer, se font torturer par les gardiens de la Révolution pour lutter contre l'islamisme. Fermer les yeux face à cette réalité, c'est évidemment être aveugle. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec ces propos. Pour plusieurs raisons. D'abord, ce qu'on nomme wokisme dans le débat public, surtout s'agissant de l'université, c'est un concept extrêmement caricatural, à peu près impossible à définir. Quand vous regardez la manière dont les gens parlent, et les contempteurs du wokisme en parlent, ils désignent des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ils désignent les études décoloniales, ils désignent les études qui concernent plutôt les questions du genre, ils désignent des études qui concernent les inégalités sociales, bref, 1001 concepts. Sans voir que, évidemment, l'université, comme toute institution, évidemment qu'elle est poreuse à des idéologies. Évidemment, si vous voyez l'histoire de l'université française, il y a eu des idéologies qui ont eu plus ou moins de place à l'université dans les années 60, 70, 80, etc. Mais l'université, elle avance selon des critères qui ne sont pas ceux-là. Si vous voulez, c'est pas, on a l'impression en entendant Monsieur Aubin qu'on parle de gens qui sont quasiment embrigadés, qui sont sous une secte, qui sont victimes de... Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a de la recherche universitaire qui obéit à des critères de, entre guillemets, de scientificité. En tout cas, c'est comme ça que à l'université les choses sont appelées. Moi, j'appellerais ça de rigueur, mais peu importe. Et évidemment, ensuite, elle n'est pas opaque de ce qui se passe à l'intérieur de la société. Ça, c'est à mon avis une première erreur. Et le deuxième point de désaccord, qui est à mon avis plus important, c'est de confondre le fait qu'on doit évidemment lutter de manière absolue, sans la moindre complaisance. On doit lutter contre l'islamisme, de confondre ça avec une vision étriquée de la laïcité. Par exemple, le fait qu'une partie importante des professeurs et des enseignants remettent en cause la loi de 2004 sur le port des signes religieux à l'école, ça n'a rien à voir avec de la complaisance envers l'islamisme. Moi-même,
Je vous ai dit que je pense... Mais c'est quoi alors, Nathan Devers ? C'est pas la même chose, c'est une conception différente de la laïcité. Pour ma part, moi je suis absolument pas opposé au port de signes religieux à l'école. Ça fait pas de moi quelqu'un qui aurait la moindre forme de faiblesse vis-à-vis de l'islamisme. C'est deux signes différents. Il y a une question qui Vous voyez pas que la religion, elle doit rester hors des murs de l'école publique ? Mais ça... Non, mais dans ces cas-là, on met ses enfants, mais il y a des écoles privées, sous contrat, de telle ou telle confession. Mais on met pas ses enfants dans l'école publique. C'est un très grand débat. Mais c'est pas un débat qui est lié à la question du fanatisme. L'islamisme, c'est un fanatisme, et les signes religieux, c'est une autre question. Oui, non, bien mais sûr. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point parce que, alors, vous dites que le wokisme, si je comprends bien, vous me dites si je trahis vos propos, mais c'est une expression un peu fourre-tout à la cote mal taillée qui fait rentrer tout un tas de gens qui ne correspondent pas, qui est un peu la carpe et le lapin. Enfin, c'est toujours un peu ainsi, quand on conceptualise, on généralise. Mais moi, je vois au contraire, et d'ailleurs, un certain nombre de personnes le revendiquent, une intersectionnalité des luttes. Vous voyez, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai suivi en visio, j'y étais pas, mais à la fête de l'UMA, le soulèvement de la terre, qui a invité Rima Hassan, vous voyez, les écolos, qui invitent Rima Hassan LFI, en expliquant que l'appropriation de la terre par les colons israéliens, ça les intéressait en tant qu'écologistes. Vous voyez, donc il y a une vraie convergence. C'est pour ça que vous disiez, le wokisme regroupe des termes des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Si, il se trouve que précisément ceux qui les prônent y voient une convergence des luttes. Et par ailleurs, pourquoi dans toutes les grandes écoles, ces grandes écoles qui potentiellement donneront ensuite les enseignants, la tonalité politique est-elle univoque ? Pourquoi voit-on plein de drapeaux palestiniens, jamais de drapeaux israéliens. Pourquoi a-t-on le droit d'inviter telle personnalité politique d'extrême gauche ? Moi, j'ai vu les députés LFI, là, ils font la tournée des popotes des universités. Mais c'est quand même dingue, ça. Et les gens du Rassemblement National, vous envoyez, quand ils veulent venir, regardez, même Marguerite Stern et Dora Muto, je crois que c'est leur nom, c'est Dora, oui, qui ont écrit Transmania, elles ont un point de vue sur un sujet qui est la transsexualité, elles ne peuvent pas faire une conférence. Ceux qui, en revanche, ont le point de vue inverse, eux, ont tout à fait droit. Donc il y a bien une coloration politique dans l'enseignement supérieur qui est extrêmement forte, qui est particulièrement prégnante ces dernières années. Et donc, de fait, quand ces gens-là deviennent enseignants, ça se ressent. Ce n'est pas possible autrement d'être aussi idéologiquement marqué sans que ça se ressente. C'est ce que disait Jean-Pierre Robin en substance, Nathan Devers. Oui, mais justement, pour revenir sur notre désaccord, moi je pense vraiment que le wokisme, mais pour répondre à ce que vous citiez comme exemple, Nathan est toujours très je élégant. pense que le wokisme, mais il y a énormément de caricatures sur la manière dont on emploie ce concept. Il y a un texte de Foucault qui s'appelle Les Anormaux, qui est un cours au Collège de France, où il commence par rappeler la manière dont le mot existentialiste était une insulte, un peu comme wokiste aujourd'hui, dans les années 50, 60, avec beaucoup de caricatures. L'intersectionnalité, c'est un concept intéressant. Quand on voit comment ce concept est manié dans le débat public, ça désigne en effet le fait que dans les luttes militantes, on essaye de faire converger toutes les luttes qui seraient vécues par les dominants. D'accord. Mais quand on regarde la manière dont ce concept est manié dans la recherche universitaire, ça n'a absolument pas aucun rapport, et c'est une définition très différente. C'est des travaux qui viennent d'une chercheuse qui s'appelle Kimberly Crenshaw, qui a initialement fait des articles sur la condition des femmes noires américaines, pour montrer la manière dont certaines populations pouvaient cumuler deux types de discriminations différentes. Et donc, par exemple, les femmes de ménage noires américaines sont à la fois discriminées en tant que femmes de ménage, discrimination socio-économique, et à la fois en tant qu'elles sont des femmes de ménage noires, discrimination raciale. Oui, et donc, voyez-vous, à l'université, quand des chercheurs travaillent sur le concept d'intersectionnalité, ça n'a absolument rien à voir avec la manière dont 3 ou 4 excités militants peuvent manier ce concept. Non, mais j'entends bien. C'est un peu pareil. Non, mais j'entends bien, mais sauf que vous allez m'expliquer pourquoi, et on pourrait en parler à l'infini, mais c'est peut-être pas le lieu, mais dans certains établissements, pour ne pas dire tous, des instituts très prestigieux, des universités, des lieux de recherche très prestigieux. C'est la gauche, ce sont toujours ces mêmes sujets qui font l'objet de recherches. Regardez, intéressez-vous à la nature des thèses. Tout ce qui suggérerait un prisme différent qui ne rentrerait pas au chausse-pied dans cette idéologie que moi je qualifie d'extrême gauche, vous allez me dire là aussi que c'est une cote mal taillée, mais encore une fois, toutes les généralisations le sont, eh bien, ne sont pas
accepter. Moi, j'ai encore hier quelqu'un qui m'a dit, écoute, moi, je suis maître de conférence. Si je veux un jour dépasser ce stade, je suis obligé de rentrer dans la doxa dominante qui est d'extrême gauche. C'est tout. Il y a aujourd'hui une idéologie dominante, un magistère moral extrêmement fort et extrêmement puissant. Donc, c'est pas étonnant. Il existe dans l'enseignement supérieur et il existe par ruissellement, pour prendre une expression chère à Emmanuel Macron, évidemment au lycée, dans l'éducation nationale, puisque ces gens-là sont destinés à enseigner également. Voilà ce que disait Jean-Pierre Aubin, qu'il faudra effectivement des générations et des générations avant de rééquilibrer les choses. Nathan Devers. On va en parler dans un instant, on va continuer d'en parler. Il est 20h29 sur Europe 1, le journal permanent.